peu que chacun puisse exprimer effectivement son point de vue, son expérience de son métier, rapidement, de telle manière que la parole puisse circuler. Mais effectivement, à la fois vous présenter chacun, et puis rapidement dire comment vous exercez ce métier aujourd'hui. On commence par toi, Régis. Oui, je vais peut-être commencer. Moi, c'est Régis, donc je suis à SIDA Infoservice, effectivement, depuis le début. J'étais à Aide aussi quasiment depuis le début sur Paris. Et donc, j'avais une formation de psychologue et je suis venu écouter à SIDA Infoservice, donc à ce moment-là. En venant ici, je ne savais pas de quoi on allait parler. On a dit énormément de choses tout à fait justes et intéressantes. Je ne savais pas trop que dire de plus. Finalement, j'ai repensé effectivement à Pierre Knepp, d'abord parce que c'était effectivement le président, le directeur fondateur de l'association, et surtout parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Donc il n'est pas là pour le 30e anniversaire, mais il n'était pas là non plus finalement pour le 20e. Il n'était pas là d'ailleurs pour le 10e. Et malheureusement, j'ai envie de dire qu'il n'était pas là non plus pour le 5e, puisqu'il était malheureusement décédé du sida quelques jours auparavant. Donc je trouve je parle un petit peu de l'écoute à l'ancienne au début, ça dit bien quelle était finalement la difficulté pour être séropositif et malade, et la précarité finalement existentielle des personnes à ce moment-là, puisque finalement Pierre Knepp malheureusement était pris dans cela. Voilà. Que dire d'autre? Si, peut-être une petite chose, simplement rappeler qu'historiquement, il y a la PTL, effectivement, qui démarre en janvier-février 85, SIDA Infoservice démarre en novembre-décembre 90, c'est très très tard. Il y a une longue période où il ne se passe quasiment rien, malgré la volonté d'ailleurs des gens de la PTL de Aide, et c'est un moment effectivement de grand désarroi, chez les militants de Aide et également chez Pierre Knepp, qui voit qu'effectivement rien ne bouge et que ce qui a été créé comme outil n'arrive pas effectivement à s'étendre. Il va essayer d'exporter bien sûr sur SIDA Infoservice, mais quand même tardivement, dans une période qui est quand même extrêmement dramatique. Voilà. D'accord, je passe le micro. On continue par toi, Béchir. Oui. Quoi être écoutant? Alors toi, tu as aussi cette vision de l'histoire, puisque même si tu es assise depuis plus récemment, tu as aussi un long passé militant et un engagement. Oui, c'est qu'en fait, j'ai débarqué à 695 au départ sur le dispositif Azur, donc avec René-Paul Le Raton. Donc, je suis resté quelques temps, puis après je suis reparti, puis là, j'ai fait ma carrière dans le travail social, l'éducation spécialisée, et dans le VIH en parallèle. Voilà. Je suis revenu là tout récemment, il y a 4 ans, et en même temps, je suis assez investi sur l'accompagnement VIH des personnes séropositives, puisque je suis président des Petits Bonheurs depuis maintenant 2015. Voilà. Et pour parler du métier d'écoutant, alors je ne suis pas le plus représentatif par rapport à toute l'équipe qui est là dans la salle disséminée, mais en tout cas, s'il y avait un mot pour qualifier l'écoute de ma part, ça serait fierté. Voilà. Merci. Christophe, toi, ton expérience, puisque tu es là depuis le début également. Oui, je faisais partie des écoutants qui ont démarré le dispositif en novembre 90. Je n'étais pas là, je faisais pas partie de ce mouvement-là, donc j'ai pris le train en marche à l'époque, et j'y suis toujours, parce que ça me passionne. Je voulais dire quelque chose qui me paraissait dire quelque chose de l'écoute, et peut-être préciser ça. C'est que c'est pas facile finalement pour des écoutants d'intervenir et de parler de l'écoute. C'est pas si facile que ça, aux grandes dames des organisateurs et du service, parce que du coup c'est difficile de vous en faire part, de témoigner de quelque chose. C'est pas facile, vraisemblablement. Alors il y a une part de timidité bien sûr, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui dit une part de ce qu'est l'écoute, de ce qu'est notre travail. C'est que notre travail se fait dans l'ombre. Se fait dans l'ombre du téléphone, et vraisemblablement que ce qui s'y passe dans cet espace-là si spécifique, et peut-être que vous en avez entendu quelque chose dans la première partie, eh bien ce qui s'y passe a besoin de cette ombre. Donc tout d'un coup, venir témoigner de cela en pleine lumière, bon, ça laisse un peu tremblant. Voilà. Clovis, un peu une réaction par rapport à ça, par rapport à l'expérience des anciens? Je les remercie déjà pour l'intégration, pour la formation. Moi je m'appelle Clovis, ça fait quand même 5-6 ans que je milite dans la lutte contre le VIH, et j'ai été recruté il y a moins d'1 an. Et voilà. Il y a tellement de choses qui m'ont été
été dit déjà aussi, et je voulais remercier ce que tu as dit, Franck, sur, voilà, sur la spécificité du VIH, et ça m'a beaucoup touché le témoignage que tu as partagé. Ce matin, j'ai eu un appel un peu de ce style-là. Donc, c'était quelqu'un qui faisait part d'une personne qui s'était jetée d'un pont. Et il a dit notamment que s'il avait appelé SIDA Info Service, il ne serait peut-être pas passé à l'acte. Donc, voilà. D'accord. C'est aussi le quotidien parce qu'il y a le côté souriant le côté souriant de la répétition des appels, effectivement. Puis il y a la réalité aussi de temps en temps qui fait éruption au téléphone. Je peux vous poser une question provocatrice? Quand on a cherché effectivement à qualifier ce métier, on s'est tourné vers le Rhum et on a dit bah oui, on voit très bien ce qu'ils font, vos écoutants, ils sont téléconseillers. Et on s'est dit, tiens, c'est pas sûr que cette définition convienne. Alors, qu'est-ce qui différencie un écoutant d'un téléconseiller? Moi, vous pouvez prendre la parole dans l'ordre où vous voulez. Allez, Christophe, on retourne dans l'autre sens, non? Tu commences? Allez. Je vais commencer. Ouais. Alors, téléconseiller. Alors, pour moi, nous, on n'est pas téléconseiller, puisqu'un téléconseiller est avant tout quelqu'un qui a quelque chose à vendre. Et nous, on n'a rien à vendre. On a, en revanche, une réponse à bricoler, à proposer. Donc il n'y a pas de vente, c'est pas du donnant-donnant. Il y a ça d'une part. Il y a le fait que notre réponse, elle est singulière. Elle est singulière parce que la personne en face de nous est singulière. Donc il y a à la fois bricoler quelque chose par rapport à la singularité de la personne qui est en face de nous, puisque la situation est toujours particulière. Et il y a aussi le fait que nous-mêmes, nous sommes singuliers. C'est-à-dire que nous n'avons pas une réponse formatée. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes avant tout, je dirais, des outils vivants. Ce qui fait que chaque écoutant, écoutante, parle à sa façon, à sa manière, et donc nous avons une réponse particulière. C'est que si nous n'avons pas une réponse différente, nous avons une tessiture ou une texture particulière. Et c'est ce qui nous différencie les uns des autres. Voilà. Et puis aussi, nous répondons en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que séronégatif, en tant que séropositif, ce qui veut dire que même si, pour ma part, il y a une sorte de voile, c'est qu'en fait je réponds derrière une forme de voile, c'est que j'ai mon mental devant mais j'ai mon passé derrière, bah, parfois le voile s'entrouvre et puis il y a des petits bouts qui réapparaissent et des fois c'est pas si simple que ça de répondre sans être affecté par la situation. Je dirais que historiquement on n'a pas toujours été des écoutants, on nous a demandé en 90 d'être des répondants. Et d'ailleurs, c'est tout à fait différent. Hein. L'écoute, c'était ce qui faisait la spécificité de la permanence téléphonique à aide, où l'information était au service de l'écoute. Nous, on nous a demandé l'inverse, on nous a demandé, Pierre Knepp avait exporté les techniques de l'écoute pour être au service de l'information. Et c'est ça qui a finalement fait tout à fait la différence. Et pendant longtemps, d'ailleurs, sur nos fiches de paye, la qualification, c'était répondant. Et si on prend les affiches, vous pouvez les voir en bas d'ailleurs, les premières affiches longtemps de SIDA Info Service, c'est vous avez des questions, nous avons les réponses. Donc c'est ça, c'est ce qui a fait quand même longtemps pour situer un peu les choses. Et on est redevenu des écoutants, je dirais, après la rupture bénéfique des trithérapies. En 96, j'ai eu cette impression-là, où effectivement on pouvait être beaucoup plus à l'aise et reprendre un petit peu cette fonction particulière d'écoute. Et puis parce qu'on a eu aussi des populations qui ne nous appelaient pas avant et qui se sont mis à ce moment-là. Mais il y a eu au moins ces deux ruptures-là, je trouve, entre la permanence de aide et puis après à l'intérieur de l'histoire du SIDA. Vous avez ça fait écoutant ou répondant, les deux? Oui, je crois qu'on disait écoutant-répondant même au départ. Oui, on a un peu tout dit. Mais enfin, il y a cette oscillation qui dit quelque chose de notre travail. Voilà, entre l'écoute et la réponse. Hein, et aujourd'hui, je pense qu'on la retrouve parce on en parlera peut-être tout à l'heure par rapport à l'évolution de notre pratique. On a beaucoup plus de choses à répondre. On l'a évoqué tout à l'heure, la PrEP, enfin tout un tas d'informations à passer à des populations qui potentiellement ne sont pas au courant. Donc ça c'est important et il ne faut pas se rater, évidemment, de ce point de vue-là. Et puis il y a tout le travail d'écoute auquel on est plus habitué depuis des années et qui, si on est encore là au bout de 30 ans, nous passionne. C'est tout ce travail où les choses, alors j'utilise ce terme-là, se déplient. C'est-à-dire qu'on a tous l'expérience à SIDA Info Service. Au départ, j'allais dire, ce qui entraîne l'appel, c'est 99 fois sur 100 une question. Voilà. Et à partir de cette question, notre travail, c'est de déplier ça pour essayer de voir qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qui se passe pour la personne, qu'est-ce qu'elle vit,
Voilà. Et assez souvent, quand même, une question qui au départ est très centrée sur la question du VIH, eh ben, on se met à parler de toute autre chose. Exemple, un monsieur de 70 ans qui appelle pour demander tous les modes de transmission en fonction des pratiques sexuelles, donc on passe un petit moment à parler de ça. Et puis au bout d'un moment, il m'explique qu'il est veuf, que sa femme vient de décéder il y a quelques mois, que même s'il a 70 ans, il a toujours des désirs, des besoins, enfin, voilà, et qu'il ne sait pas quoi en faire. Voilà, et on prend le temps effectivement d'aborder cette question-là, d'en parler tranquillement. Voilà. Là, pour le coup, il n'y a pas de réponse, mais au moins, il y a un temps, j'allais dire humain, où on prend en compte effectivement la parole de quelqu'un. Et souvent, le lieu un peu virtuel que représente SIDA Info Service, c'est un lieu où sont abordées des questions qui le sont pas souvent ailleurs. Voilà. On entend ça très souvent, des personnes qui nous contactent, qui nous disent je vous en parle à vous, mais vous comprenez bien que je ne peux pas en parler facilement dans mon entourage, c'est pas quelque chose de facile. Et même si on encourage les personnes à en parler, un médecin, un professionnel, un sexologue, je ne sais pas, enfin, voilà, c'est pas simple. Donc un espace où on peut dire les choses et en tout cas la possibilité, en tout cas dans une première étape où on peut exprimer ce genre de difficulté où la personne ne saurait pas l'exprimer par ailleurs. Tu veux réagir, non? Non. Oui, mais avec le micro. Pardon. Je rajouterais que parfois ne rien dire, c'est déjà répondre. C'est que ça veut dire que tout simplement, on n'est pas forcément là pour apporter une réponse pas automatique, mais en tout cas, juste que la personne puisse déposer un parcours, un témoignage, un récit, sans jugement, des fois on n'a même pas à valider, c'est juste permettre à l'autre de dire quelque chose et de ne pas toucher. Et faire acte de présence, le simple acte de présence est déjà une réponse. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans ce travail? Qu'est-ce qui vous pose, qui vous met en difficulté éventuellement? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez partager? Alors, il y a des espaces de régulation, et ce qui s'y passe, il reste, et on ne va pas parler de ça, mais voilà. J'avais un truc à dire sur oui. ça. Oui, donc on a parlé de toutes les personnes qui composaient un peu l'association. C'est vrai qu'il y a encore des personnes concernées par la pathologie dans l'association, et je pense que c'est important de le dire. Et moi, je me demande ce que ça fait d'entendre parler d'angoisse sur le VIH toute la journée, quand on est soi-même concerné. Et tout à l'heure, on parlait du fait que, historiquement, les mouvements d'avant étaient beaucoup plus composés de personnes concernées par la pathologie. Et je me dis que parfois, c'est reposant de se dire que les personnes séropositives peuvent aussi se reposer aujourd'hui sur la société civile pour prendre les choses en charge, et que ça peut être reposant aussi. Et je comprends que tout n'est pas toujours le courage, ne l'est plus encore aujourd'hui de se battre tous les jours. Et c'est quand même particulier d'entendre parler de VIH toute la journée, ça marque la vie quand même. Oui, parce que c'est beaucoup de questions autour de la sexualité, beaucoup de questions autour de la pathologie, pas forcément en plus du côté de la sexualité fun, mais plutôt de la sexualité dans ces cas-là mortifères, d'angoissée, etc. Donc ça pèse effectivement. D'où cette idée de dire à la fois qu'on répond collectivement, et puis surtout que ça s'inscrit avec des espaces d'analyse des pratiques où cette supervision professionnelle permet soi-même d'exprimer ses difficultés et éventuellement de ne pas péter les plombs. D'autres difficultés, ou éventuellement ce qui constitue éventuellement les richesses de ce boulot pour vous, 30 ans après. Les richesses. Alors non, on devient pas riche par l'écoute, tu vas me dire c'est ça, d'accord, ça on s'en doutait. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais qu'est-ce qui nourrit l'activité et l'envie de continuer à répondre, ou en tout cas de continuer à écouter ou longtemps après? Enfin, j'allais répondre à la question précédente, c'est pour ça. Je me disais, une des difficultés, je trouve, dans notre travail, c'est que on est dans un temps très court, même si finalement il n'est pas si court que ça. À un moment, on a des étudiants en médecine qui sont venus nous double écouter, et ils nous ont pratiquement tous fait ce retour. C'est incroyable, vous prenez le temps, voilà, vous pouvez prendre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure avec quelqu'un. Nous, à l'hôpital, on n'a pas le temps, on peut pas faire ça, on peut pas faire ce travail-là. Voilà. Donc tout d'un coup, on s'est dit, ah oui, tiens, c'est vrai que nous, on a le temps, c'est un luxe quand même. Tout ça pour dire quoi? Pourquoi je disais ça? Tout ça, c'était parce que
je trouve que l'une des difficultés du travail, c'est que, bon, c'est un temps limité, effectivement, mais dans ce temps limité, parfois on ne sait pas trop de quoi on parle. C'est-à-dire que beaucoup de gens, le VIH, il y a eu quelque chose d'extrêmement fort dans l'imaginaire de la société, et de tout un chacun, de tellement fort que tout d'un coup, ça a agrégé tout un tas de choses. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont une sexualité, et j'allais dire, qui explorent des choses et qui parfois se font du mal, on peut dire ça, parce qu'on l'entend malheureusement assez souvent à SIDA Infoservice, elles se font du mal parce qu'elles sont allées d'un côté où finalement elles n'étaient pas prêtes à vivre cette expérience-là, donc il y a quelque chose de l'ordre du traumatisme, enfin, peut-être le mot est un peu fort, mais finalement beaucoup de personnes qui nous appellent nous disent bah oui, c'est un traumatisme, ce que j'ai vécu parce que j'étais pas prêt à le vivre. Et finalement, ils convoquent la question du VIH, et tout d'un coup, toutes les angoisses se cristallisent autour de ça. Et nous, très souvent, on a l'impression de ramer à contre-courant, en essayant de dire, bon, ok, le VIH, on va y répondre, puisque c'est ça qui vous amène, et qu'on est là pour ça, quand même, aussi. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui fait que votre test à 6 semaines, vous l'avez refait à 3 mois, bon, déjà, et qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours dans le même état 3 mois après, avec un test négatif? De quoi ça parle? De quoi est-il question? Et parfois, ce déplacement, parfois on y arrive, heureusement assez souvent, mais parfois la personne revient sur mais mon test à 3 mois, vous êtes sûr qu'il est fiable? Ça résiste. C'est usant. Ça peut être usant. D'autres réactions par rapport à ça? Oui, pour la difficulté, alors, au-delà du fait que par moment nos propres cuirasses, effectivement, comme tu dis, police, nos propres cuirasses puissent être un petit peu fissurées, que des choses passent et là on se trouve heurté, par exemple sur les séropos, que sa propre charge virale devienne à nouveau positive, détectable, du coup les appels sont compliqués, ou si on est séronégatif par exemple et que quelqu'un dans son entourage a quelque chose à faire au VIH et donc du coup pouf, ça fait interférence. Donc mis à part ça, moi je dirais dans mon propre parcours, ce qui est compliqué c'est le mépris. Et je peux répondre à différentes situations, mais lorsque les gens sont méprisants, là ça atteint et ça écorne. Alors, une anecdote par exemple, un peu croustillante peut-être, je sais pas. Quelqu'un qui appelle pour une fellation, donc c'est un homme qui appelle parce qu'il a pris un risque avec une travailleuse du sexe. Donc il explique fellation non protégée, a priori pas de souci par rapport au VIH. Il se pose des questions, notamment parce qu'il a une petite tache rouge sur le gland. A priori une mycose. Il avait une mycose avant de recevoir sa fellation. Et il parle de la prostituée comme étant quelqu'un, limite un objet, juste là pour son service. Et je n'ai pas pu m'empêcher de lui répondre, effectivement monsieur, vous n'avez aucun risque. En revanche, elle, c'est autre chose. Voilà. Sur les difficultés éventuellement? Mais plutôt les richesses. Les richesses, Oui, bien sûr. la première des richesses, c'est le salaire quand même. C'est indéniable. Hein. Alors, je crois que notre comptable est dans la salle, on va vérifier ta paye, Régis. Parce que normalement, tu ne devrais pas dire ça. La deuxième richesse, c'est effectivement d'arriver, je trouve, pour moi en tout cas, dans un système assez contraint. On l'a dit, la répétition, le téléphone, la distance du téléphone, arriver quand même à donner, avec l'habitude, l'expérience, une prestation de confort, j'ai envie de dire, pour la personne qui appelle. Des gens souvent angoissés, qui arrivent avec des questions et qui vont sortir de l'appel, quelle que soit la durée de l'appel, avec un sentiment d'être assez énervé finalement, qui est quelque chose qui va faire la différence et d'avoir été accueilli. Moi j'insiste toujours beaucoup sur la fonction d'accueil, au-delà de l'écoute même, parce qu'aujourd'hui l'écoute c'est un petit peu partout, tout le monde écoute tout le monde. À l'agence de banque, on t'appelle en te disant que la conseillère t'écoute. Donc je ne suis pas persuadé que ce soit ce qui fait vraiment la différence à SIDA Infoservice, mais qu'on arrive effectivement avec les personnes à faire une prestation qui va être effectivement réconfortante. J'insiste beaucoup sur ce terme-là. Et blague à part, sur le salaire, ce que tu dis, c'est que finalement, que ce service soit professionnel et que l'activité soit salariée et ne soit plus une activité bénévole, ça constitue quand même une des qualités du service, en fait, d'avoir des professionnels à les téléphones. Oui, certainement, oui. Mais les bénévoles étaient d'une autre histoire, d'une autre époque, avec d'autres objectifs. Voilà, c'était compliqué de... Mais il y a toujours eu des tensions. La tension qu'il y a eu entre aide et SIDA Infoservice tient beaucoup, d'ailleurs, à cette différence d'expérience et de modèle. En fait, on n'était pas du tout sur le même registre de l'écoute, en fait, que... Mais bon, c'était l'histoire de SIS et ce qui a précédé. Pierre Knep était, bien sûr, à l'interface de tout ça. Tout à fait.
Est-ce qu'il y a quelque chose, alors vous avez une longue expérience, qu'est-ce qui a évolué dans votre fonction, dans votre métier, dans les missions? Qu'est-ce qui a changé? Ou éventuellement, qu'est-ce qui est intangible dans le travail d'écoute à SIDA Info Service? Je ne reviendrai pas sur le salaire. Décidément. L'intangible, mais on en a déjà parlé, l'intangible, c'est assez, pour moi j'avoue que c'est assez fascinant de voir des gens qui ont aujourd'hui 20 ans, 21 ans, 22 ans, qui continuent à avoir dans la tête les représentations du VIH de Philadelphia, quoi. Moi j'avoue que je suis toujours assez fasciné. Alors, on leur dit, vous savez qu'il y a quand même des traitements aujourd'hui. Enfin, bon, voilà, l'intangible, c'est ça, et je pense que ça va durer encore longtemps, malheureusement. Hein. Voilà, il y a quelque chose... ça c'est l'intangible. Le changement, je pense qu'il y a beaucoup de changements. Enfin, il y a pas mal de changements. Premier changement, moi, que j'identifie, c'est que à une certaine époque, les gens nous appelaient pour avoir de l'information. Voilà. Aujourd'hui, l'information, c'est plutôt l'inverse. C'est pas une pénurie d'information. Ils sont noyés dans l'information, surtout quand ils ont accès à Internet, ce qui est quand même assez souvent le cas. Ils sont absolument submergés d'informations. Et j'ai toujours cette image-là, c'est les naufragés d'Internet, quoi. Ils savent plus où ils en sont. Ils ont tellement lu de choses en haut, en bas, dans tous les sens, qu'ils sont complètement perdus au milieu de toute cette information. Ils disent, est-ce que vous pouvez m'aider à m'y retrouver? Parce que franchement, moi je ne sais plus, je lis ça d'un côté, je lis ça de l'autre, qui a raison, qui a tort. Alors parfois les deux ont raison, sauf que c'est pas le même registre, etc. Enfin bon. Donc on les accompagne pour s'approprier cette information. Et ça, je crois que c'est un de nos... Voilà. Et ça, c'est un changement par rapport à avant, où les gens nous demandaient vraiment des choses qu'ils ne savaient pas au préalable. Vous allez dire quelque chose? Non. L'autre chose dans ma pratique qui a beaucoup changé, je trouve, c'est que on aborde beaucoup plus les IST qu'avant. Ça, c'est quand même très spectaculaire. Ça dit bien que le VIH ne prend pas toute la place. Voilà. Et pour les personnes aussi, ça c'est quand même une évolution. C'est-à-dire que les personnes, systématiquement, quand elles nous appellent en disant je voudrais faire un test, comment je fais? Quand on leur demande vous voulez faire un test de quoi? Ils disent très rarement du VIH. Ils disent du VIH, puis de tout, quoi. Hein, puisque tant qu'on y est, autant faire une vérification d'un peu de tout. Donc vraiment, les IST font partie aujourd'hui de notre travail, et même si on nous sollicite surtout sur le VIH, de nous-mêmes, on parle des IST, et je trouve que moi je me sens beaucoup plus proactif par rapport aux personnes qui nous appellent, c'est-à-dire que, je prends un exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui appelle et qui prend des risques, qui est un homme qui a des rapports sexuels avec d'autres hommes, eh ben, même si on va parler du traitement post-exposition, on va parler du préservatif, tout ça, évidemment, à un moment, je vais aborder la PrEP, ça me paraît évident. Enfin, voilà. Et en général, la personne le sait, je leur dis alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben oui, je me demandais, mais peut-être c'est l'occasion de, etc. Voilà. Donc on est beaucoup plus proactif qu'on ne l'était avant. Bon, avant aussi, parce qu'il n'y avait pas la PrEP, hein, tout simplement. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont énormément évolué par rapport à ça. Voilà. D'accord. Sur les évolutions du métier, d'autres réactions? Non, vas-y. Évolution, c'est une évolution. Je me rappelle au début du service, on avait un volontaire qui était à la permanence téléphonique, qui avait créé, moi j'étais à Bordeaux au début, jusqu'en 2007, jusqu'à la fermeture du pôle, et qui nous avait fait un sous-main, comme ça, sous verre, avec toutes les infections opportunistes, et les traitements, les symptômes, les machins, enfin tout ça. Voilà. Et bon, vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, ce qui était finalement le pain quotidien de l'époque, aujourd'hui, c'est rarissime quand on nous parle d'infections opportunistes. Bon, voilà, c'est pas une surprise, mais bon, à un moment quand on... C'est même plutôt une bonne nouvelle. Mais... Oui, et le fait à un moment de se rendre compte et de se dire, ah ben c'est vrai, tiens, il me parle d'une pneumocystose, mais ça fait des années que j'en ai pas entendu parler, waouh, hein, c'est bon. Mais la représentation, voilà, hein, le couple, sexualité, mort, VIH, tout ça, ça fonctionne encore terriblement bien. Pour des gens qui n'ont pas connu les années les plus noires de l'épidémie. Tu veux témoigner par rapport à ça? Par rapport à ça, c'est vrai que je pense que la société a été traumatisée. Et c'est vrai que tu as des jeunes personnes qui, de par leur profil, ne rencontreront jamais le VIH de leur vie, tu le sais.
voilà, par leur sexualité, leur sociologie, etc. Mais ils ont été traumatisés. Et quand tu sens le discours un peu sur le trauma, donc pensée obsessionnelle sur la chose, etc., tu essaies de fouiller, jusqu'où ça remonte. Et parfois, ça remonte au cours d'éducation sexuelle à l'école. Voilà. Et ça, je trouve ça très curieux quand même. C'est d'entrer dans la sexualité qui, enfin, j'ai envie de le dire, qui peut être violente parfois. Il faut faire attention aussi à comment on parle de VIH aussi aux nouvelles générations, parce que ça crée des sexualités qui, très tôt, hein, on a des personnes très jeunes qui sont très très angoissées pour parfois très peu de choses, ou en tout cas dès le départ, c'est inquiétant sur l'avenir de leur épanouissement. Dans la mesure où en fait l'accompagnement et la pédagogie autour de la sexualité est passée principalement sous l'angle des risques. C'est en fait la sexualité, c'est d'abord des risques de transmission de pathologies. Oui, c'est une façon de réintroduire de la morale en fait dans le discours sur la sexualité, cette peur-là. Ouais. Tu voulais réagir? Bon. Oui, alors le problème c'est que souvent les gens nous interpellent sur le sida, les jeunes notamment, sur le risque sida, sur j'ai peur d'avoir le sida, j'ai peur d'avoir attrapé le sida, j'ai peur que ma copine ait le sida, comme ça, peu importe l'âge. Hein. Et moi mon réflexe c'est de dire non, on ne dit pas sida, on dit VIH, parce que c'est un petit peu, ça fait effraction quand même. Et là souvent la personne me dit oui mais vous êtes sida info service. Hein. Et là je fais ah oui c'est vrai, on est sida info service. Donc du coup, effectivement, je me pose moi-même la question de cette évolution du nom parce que c'est vrai que c'est interpellant quand même, c'est agressif de se faire entendre interpeller comme ça sur le sida, ça renvoie des images sombres de l'épidémie. Et effectivement, sauf que sur le répondeur, on s'appelle comme ça. Donc c'est un petit peu... C'était une remarque qu'avait fait Jean-Michel Molina en venant former à Paris. Il dit ah mais sida info service, c'est violent quand même ça. Mais dans le même temps, malheureusement, dans la représentation sociale, le terme c'est celui qui est employé, même s'il est inexact, et même si on a sur les réseaux sociaux et sur le site, on différencie effectivement l'infection par le VIH et le sida, il y a effectivement ce raccourci qui peut effectivement être violent. La question que ça pose sous l'angle effectivement d'aborder les questions de sexualité sous l'angle des pathologies transmissibles, c'est de se dire comment aujourd'hui on peut faire évoluer notre service dans le champ de la santé sexuelle, c'est-à-dire éventuellement dans une perspective différente d'aborder les questions de sexualité, et pas uniquement sous l'angle des risques. Quel questionnement ça pose, par exemple, dans l'évolution du métier d'écoutant pour vous? Je sais, je pose des questions qui... Alors, si on parle de santé sexuelle, je dirais qu'on est un petit peu comme M. Jourdain qui faisait de la pro sans le savoir. C'est qu'en fait, la santé sexuelle, on en a toujours fait. On n'appelait pas comme ça à l'époque, on s'est toujours intéressé à l'autre dans sa globalité. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, on répond de manière spécifique maintenant, notamment via Santé Infosexualité à cela. Mais la santé sexuelle, on n'a jamais juste répondu sur uniquement le VIH, rien que le VIH et rien que sur les muqueuses. À un moment donné, effectivement, on parle de contexte. Si on ne faisait pas un tableau au cours de l'appel, parce que, effectivement, on peut très bien fermer un appel. Ce que j'appelle fermer un appel, c'est quelqu'un arrive avec une question, on fait la réponse, risque, pas de risque sur une pratique, hop, l'appel est fermé, on a bien répondu, on fait les stats et c'est fini. Non, on peut aussi faire autre chose, on peut ouvrir un appel et s'intéresser à la personne, ça peut effectivement prendre tous les éléments, est-ce qu'il y a vraiment un risque ou pas, c'est quoi le tableau, c'est quoi le contexte, est-ce que la personne est seule, est-ce qu'elle est en couple, est-ce qu'elle a pris des risques, pourquoi, d'où vient son angoisse, est-ce que son angoisse vient parce que le risque a été extra-conjugal ou pas, notamment, souvent on le découvre. Donc de fait, on a appris, je crois, en tant qu'écoutant, à dresser un tableau. C'est pour ça que la notion de santé sexuelle, oui j'aime bien, mais bon, on en faisait déjà. D'accord. Ouais. Je suis pas tout à fait d'accord. Je souhaite une controverse, ça devient intéressant. Non, je crois qu'on est très marqué par notre histoire d'écoutants VIH, IST, hépatite, voilà, et que ça restera. Je pense pas que ce soit nous qui allons vraiment développer... Enfin, on verra après, il y a un débat sur la santé sexuelle, et c'est bien qu'il y ait peut-être de nouvelles générations d'écoutants qui viendront et qui n'auront pas eu ce passé. Il y a quelque chose, c'est vrai, de traumatique dans la transmission, pas seulement au niveau des appelants, mais aussi certainement au niveau des professionnels qui répondent. Hein. Il y a quelque chose qui reste de cette époque et qui restera marqué. Moi, je ne suis pas persuadé du tout qu'on soit... je parle peut-être pour moi, là, mais en tout cas, je ne suis pas persuadé que ce soit... Voilà, on a des pratiques qui vont un petit peu à l'encontre, certainement, qui vont nous bloquer. Mais dans la population, il y a bien un traumatisme. On pense, ça fait beaucoup penser au syndrome post-traumatique, hein, quelque chose qui reste
1 an, 10 ans, 30 ans, voilà, on ne sait pas comment. Oui, c'est une construction sociale, parce que dit Suzanne Sontag, entre la peste et le choléra, et ça reste dans l'imaginaire collectif. Voilà, c'est social et c'est intime aussi, du coup. D'accord. Christophe, une réaction par rapport à ça, un petit mot? Oui, il me semble que... On est déjà quasiment à la fin de la table. Oui, ça va être très rapide parce que je pense qu'on l'a déjà dit, mais il me semble vraiment que le VIH, c'est la porte d'entrée pour beaucoup de personnes qui arrivent avec cette question-là et puis qui se mettent à parler de leurs fantasmes, de leurs désirs, du fait qu'ils ne veulent pas réaliser leurs fantasmes parce que ça les mettrait trop en porte-à-faux, du fait que parfois ils ont tenté de réaliser une partie de leurs fantasmes et que ça s'est mal passé, et pourquoi ça s'est mal passé, et etc., etc. Donc en fait, voilà, il y a quelque chose autour du désir et de la réalisation potentielle des fantasmes et de qu'est-ce que je veux faire de ma sexualité et comment je me fais embarquer là-dedans. Voilà. Il y a quelque chose que je voulais dire au début et que j'ai oublié de dire, j'ai très envie de dire, c'est que non, on n'est pas que des hommes à répondre à SIDA Info Service, rassurez-vous. Hein, on est quand même, on est même en minorité. C'est quand même effectivement ne nous en voulez pas, Il se trouve qu'on est à peu près 1 tiers d'hommes, à peu près 2 tiers de femmes. Je crois que c'est à peu près cet ordre de grandeur-là. Voilà, je voulais le dire. Non, mais c'est très important que tu le rappelles, parce que dans la préparation de cette table ronde, on a effectivement fait appel aux volontaires. Vous avez effectivement dépassé les réticences naturelles à vous mettre dans la lumière, ce que tu as très bien décrit au début. On est un peu à la fin de cette table ronde, je regarde Emmanuel. Voilà, donc... Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, ou est-ce que des écoutantes voudraient éventuellement prendre la parole? C'est un écoutant qui veut prendre la parole. Non, ça va pas. Les hommes, c'est fini là. Après Michel, endosser le rôle de Alain de Coraconte pour vous replonger 28 ans en arrière, en 93, à l'époque où Pierre Knepp, notre directeur fondateur, a publié un éditorial dans Observation et témoignages. Le titre, on peut dire, c'est « Est-ce que ça ne coûte pas un peu cher, ce service téléphonique ?» Plus d'une fois, cette question nous a été posée. Outre les salaires, la formation initiale et continue représente un effort considérable. Cet effort exprime le souci d'offrir au public un service efficace qui procède à la fois d'une qualité d'engagement particulièrement sensible chez les écoutants et de l'exigence de savoir et de savoir-faire. La plupart du temps, une autre question est glissée dans la première. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ce téléphone? Vous ne faites que parler. Et parler, bien sûr, c'est quasiment du vent. Que vaut donc cette parole échangée le temps d'une conversation téléphonique? Il est difficile d'évaluer les conséquences pratiques de l'information et de l'entretien téléphonique. Personne ne saura si l'adolescent qui vient d'appeler aura été convaincu qu'il ne compromet pas sa relation amoureuse en protégeant sa relation sexuelle avec le préservatif. Personne ne saura combien d'appelants auront décidé de passer un test de dépistage après avoir largement pesé le pour et le contre. Personne ne saura combien de séropositifs auront trouvé ou retrouvé la volonté de faire un bilan et d'utiliser les prophylaxies disponibles et éprouvées. Personne ne saura faire le compte économique et social de la persévérance dans l'activité professionnelle à la suite d'échanges soutenus au téléphone. En revanche, nous pouvons attester des besoins, des attentes, des façons de penser, d'agir et de non-agir des personnes qui nous appellent. Les individus ont d'abord besoin de parler et d'entendre qu'on les écoute et qu'on leur parle. Que signifie ce besoin si puissant? Est-ce si important? Que chacun reparcourt les chemins accidentés de sa propre vie, où il a dû se résigner au silence forcé, au secret, à l'impossibilité de la confidence et de la confiance dans des circonstances qui ne menaçaient pas forcément la vie, et qu'il se souvienne de la souffrance de ne pouvoir se dire et de ne pouvoir être entendu. Dans le contexte du sida, dire, c'est s'autoriser à avouer sa peur, à examiner sa faiblesse, à exprimer ses doutes. C'est oser se dire à soi-même devant témoins quel sens on attribue à cette épreuve. C'est explorer ses ressources intérieures,
c'est découvrir des alliés. Combien cela coûte-t-il? Et combien coûte l'angoisse, le chagrin, la honte, l'abandon, la solitude? Parler, c'est user de son droit à l'information. C'est donc s'informer, mais également parler de l'information. Il y a un certain nombre de choses qui ont un coût en apparence élevé pour une efficacité aléatoire. Lorsque des gens inquiets et ou malades nous parlent de leur vie, de leur passé, de leur avenir, ils se donnent à eux-mêmes les moyens d'affronter l'épreuve majeure que constitue la maladie VIH. Et cela est un des éléments essentiels du soin, préventif ou curatif. C'est ce que nous voulons contribuer à établir. Le soin déborde largement le médicament, l'examen exploratoire, le geste infirmier. Qui fera le compte de cette parole quand il s'agira de mesurer l'incidence de la volonté de se soigner dans la réussite des politiques de prévention et d'incitation aux soins? Évaluer l'utilité de SIDA Info Service, c'est d'abord reconnaître que dans l'isoloir du téléphone, chaque voix arrachée à l'indifférence est une voix qui compte, une voix unique, précieuse, la vôtre peut-être.